Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors on va laisser les quelques dernières personnes s'installer et puis on va démarrer la conférence. Voilà. Alors donc je suis Julie Lavoie, je suis psychologue de l'éducation nationale au CIO des enseignements supérieurs à Paris. Tout d'abord, bienvenue à tous et merci d'être présents à cette conférence sur un sujet passionnant et d'actualité, les études à l'étranger. Quelle expérience pour quelles compétences? De plus en plus d'étudiants choisissent de poursuivre les études à l'étranger, que ce soit dans le cadre d'échanges académiques, de programmes Erasmus ou de diplômes complets dans d'autres pays. Cette expérience permet non seulement de découvrir de nouvelles cultures, d'enrichir son parcours académique, mais elle constitue également une opportunité de développer des compétences professionnelles et personnelles. Dans un monde globalisé où les compétences interculturelles, la maîtrise des langues étrangères et l'adaptabilité sont de plus en plus valorisées, étudier à l'étranger devient un tremplin et aussi un tremplin qui permet de développer des compétences professionnelles et personnelles qui peuvent participer à la construction d'une future carrière réussie. Mais concrètement, en quoi ces expériences à l'étranger enrichissent-elles le parcours académique et professionnel des étudiants? Pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des experts. Nous sommes honorés donc d'avoir avec nous tout d'abord Madame Isabelle Dequester, qui est psychologue de l'éducation nationale chargée de mission à Euroguidance. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Monsieur Éric Hersler, qui est directeur délégué aux relations internationales à l'IAE Paris-Est, école de management à l'université Paris-Est Créteil. Bonjour. Ainsi que Madame Lucie Lheureux, qui est chargée de la promotion des universités et collèges canadiens au service des relations universitaires de l'ambassade du Canada. Voilà. Tout d'abord, je m'adresse à Madame Dequester et Monsieur Hersler. Quelques questions. Y a-t-il une bonne période pour partir? Comment arriver à concrétiser son projet? Et d'une façon plus générale, quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on mûrit un projet de partir à l'étranger pour poursuivre ses études? Alors, y a-t-il une bonne période pour partir? En tant que psychologue, je vais déjà nuancer et dire que la mobilité a des atouts incontestables, mais qu'elle peut être adaptée, c'est-à-dire que le format de la mobilité va pouvoir s'adapter à chacun en fonction de son âge, en fonction de son objectif dans la mobilité, en fonction de la forme dans laquelle il va partir en mobilité. Donc, alors, je vais détailler un peu. Donc, pour moi, en fait, je vous propose de voir l'expérience de mobilité sur 3 domaines et les 2 premiers, pour commencer, sont particulièrement importants. Aujourd'hui, peut-être l'avez-vous perçu, parents ou étudiants, on parle beaucoup de compétences. Donc, les compétences ne sont pas là pour remplacer les diplômes, mais elles vont en fait alimenter les diplômes. Un diplôme vous permet d'accéder à certaines compétences que vous avez acquises dans le monde académique, à l'école, au lycée, dans les études supérieures. Mais ces compétences sont importantes parce qu'elles vont vraiment définitivement vous donner des atouts sur
un CV et dans le cadre de votre vie ultérieure, vie professionnelle et vie personnelle d'ailleurs. Donc, faire le lien entre compétences et mobilité, c'est s'interroger sur qu'est-ce que la mobilité peut vous apporter. Est-ce vraiment si important de partir en mobilité? Et si oui, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans le domaine des compétences? Alors, quand on part en mobilité, très souvent, ce qu'on entend comme objectif premier, c'est approfondir son niveau linguistique. On veut partir pour être, généralement, je vais faire un stéréotype, je veux devenir bon en anglais, je ne suis pas assez à l'aise, je veux partir à l'étranger pour cette raison. À partir de là, on a bien un objectif. Et c'est sûr qu'en termes de compétences acquises, les compétences linguistiques, elles sont évidentes. Mais il y a quand même une grosse différence entre cet objectif du départ, qui est presque essentiel, et finalement les compétences acquises au retour de la mobilité. Quand on écoute les étudiants qui reviennent, bien sûr, ils parlent un peu des compétences linguistiques, mais c'est vraiment pas ce dont ils parlent en premier. Alors, de quoi parlent-ils en premier et qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. On a constaté qu'en fait, ils étaient dans une optique avec des compétences plus dynamiques. Ils avaient tendance à avoir plus d'entrain, donc d'être plus enjoués, si vous voulez. Donc, même les parents, parfois, les trouvent changés lorsqu'ils reviennent. Donc, ce dynamisme, il peut aussi se traduire par le fait d'avoir un esprit un petit peu plus entrepreneurial. Alors, entrepreneurial, c'est pas devenir chef d'entreprise, c'est avoir l'élan pour impulser et commencer et essayer quelque chose. Et ça, en termes de compétences attendues pour la société du futur, c'est un atout très appréciable. Autre type de compétences, ce sont les compétences relationnelles, évidemment, on les attendait, et les connaissances culturelles. Vous savez tous que quand vous partez en voyage, vous découvrez un pays, de nouvelles mœurs, de nouvelles façons de vivre. L'emploi du temps n'est pas le même, la façon de se dire bonjour, de se parler, les regards, etc. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont plutôt des connaissances. Quand on parle de compétences interculturelles, cela voudrait dire qu'à l'étranger, on a eu l'occasion de participer à des projets avec des étudiants internationaux et que dans ces activités de groupe, on a eu l'occasion de se confronter, d'échanger. Alors confronter, ce n'est pas se battre évidemment, mais c'est dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on ferait autrement et proposer autre chose. Et là, on est vraiment dans une compétence interculturelle. Vous sentez la différence entre la connaissance culturelle lorsqu'on se déplace pour découvrir et voyager, et la compétence interculturelle qui est finalement beaucoup plus active et ancrée. Encore une fois, vous imaginez bien que dans un monde internationalisé comme le nôtre, cette compétence interculturelle, elle a beaucoup de poids et beaucoup d'intérêt. Autre type de compétences auxquelles on peut s'attendre, c'est l'adaptation, évidemment. On change de pays, on change de format, on s'adapte, on est plus flexible. Je vous laisse évidemment juger l'intérêt de ce type de compétences. Et puis, dans les autres types de compétences, il y a toute une partie de compétences plutôt cachées, dont les étudiants n'ont pas toujours bien conscience. Et donc là, c'est tout un travail, et M. Hassler peut-être en parlera également, de comment on peut faire pour parvenir à aider les étudiants à découvrir ce type de compétences cachées. Alors, quel type de compétences cachées? C'est par exemple avoir un esprit d'analyse un petit peu plus affiné, d'être un petit peu plus compétent sur la résolution de problèmes, et parfois même la résolution de problèmes complexes. Ça peut être également d'être plus efficace, puisque c'est lié à ces deux compétences premières. C'est une ouverture d'esprit, évidemment. C'est également un intérêt accru pour la nouveauté. Quand on est parti en mobilité, on a été confronté à des situations nouvelles, et d'être dans d'autres situations nouvelles quand on revient dans son pays, c'est finalement moins dérangeant, puisqu'on a eu l'occasion de traverser ces périodes et de savoir s'y adapter. Donc, intérêt pour la nouveauté, la capacité de travailler en réseau, donc
toutes ces compétences sont des compétences qui vont venir alimenter en fait le portefeuille de l'étudiant. Et puis, dernier type de compétences également, c'est tout ce qui va concerner la résilience. Donc, j'ai parlé de la capacité à s'adapter déjà, mais c'est aussi la connaissance de soi. Quand on est dans un milieu nouveau, on va mieux cerner ses points forts et parfois aussi ses difficultés, ses fragilités. Donc, mieux se connaître, c'est aussi être plus fort. Et enfin, la persévérance, parce que quand on est à l'étranger et qu'il faut se débrouiller, même si avec les réseaux sociaux, et puis on a des moyens de communiquer aujourd'hui qui sont très faciles, donc même à l'étranger, finalement, là je parle aux parents, finalement vos enfants ne sont jamais si déconnectés que ça. Et puis pour les étudiants qui sont partis, en cas de difficulté ou de nouveautés à affronter, bon, on a quand même en général des ressources amicales ou familiales. Et donc, persévérer, c'est réussir à résoudre ces problèmes quand, finalement, chez soi, on aurait peut-être plus vite compté sur quelqu'un qui l'aurait fait à sa place. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser, avant de parler des expériences possibles, je propose de laisser la parole à M. Herzler de façon à pouvoir s'illustrer. Oui, voilà, juste pour illustrer ce qui vient d'être dit. Donc, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'université, dans l'enseignement supérieur, en IUT, en faculté d'économie, maintenant dans une école universitaire de management. Et bien évidemment, j'ai accompagné pendant toutes ces années des étudiants dans leur projet international. Généralement, ce qui ressort parmi toutes ces compétences, c'est forcément une prise de confiance en soi. Des étudiants qui sont clairement plus matures lorsqu'ils reviennent. Et puis surtout, ils prennent tous conscience que c'est un signal. Ceux qui partent à l'étranger, ça reste une infime minorité, enfin une minorité quand même significative, mais plus de 80% des étudiants ne partent pas à l'étranger. Donc le fait de partir à l'étranger, c'est d'avoir fait vraiment quelque chose de différent, de se démarquer. Et j'ai pu avoir comme ça des étudiants qui sont partis au Japon notamment, qui ont pris des cours de japonais, des cours de poterie, alors qu'ils étaient en management, pour ensuite aller vers les métiers de la finance. Et lors des entretiens professionnels, tout l'entretien porté sur ce séjour au Japon, pas vraiment sur les compétences en finance. Donc il y a clairement un marqueur ici important. Je parle du Japon, mais ça peut être aussi un séjour en Belgique ou un séjour en Roumanie ou en Italie. C'est vraiment l'idée d'avoir fait quelque chose que l'immense majorité des autres étudiants n'ont pas fait. Ça, j'insiste sur ce point. On peut peut-être parler maintenant des expériences et je reviendrai peut-être sur les questions sur quand partir, comment partir, quel soutien, quelle destination. C'est toujours le qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et donc là, évidemment, on est dans le pourquoi, mais peut-être parler des différents dispositifs. Alors, quel type d'expérience possible ? Je vous l'ai dit, on peut très bien l'anticiper, le réfléchir, le préparer à hauteur de chacun. Il y a des gens qui ont envie de partir et parfois qui ont envie de partir loin. Il y a des gens qui ne sont jamais partis et d'autres qui vivent dans une famille d'expatriés où la mobilité n'est même plus une question, un sujet. Voilà. Donc, moi, la façon dont j'aborde ça, c'est plutôt trouvons la meilleure façon à ce moment-ci pour que cette expérience se passe au mieux, à la fois pour vous qui allez partir et puis pour les parents, de façon à ce que tout le monde fasse un peu son galop d'essai dans les conditions optimales. Alors, quel type d'expérience ? Les plus connues, celles dont vous avez tous entendu parler, je pense que c'est principalement celle dont on devrait parler ici, c'est les mobilités d'études. Donc, mobilité d'études, ça voudrait dire suivre des cours à l'étranger, comme on le fait ici dans les études, mais ça peut aussi être faire un stage à l'étranger, en entreprise. Et puis, il y a aussi, dans les mobilités d'études, deux façons de pouvoir
s'adonner à ce type d'expérience. C'est soit je décide, moi, tout seul, de m'inscrire dans un établissement à l'étranger. En tant que citoyen européen, vous avez tout à fait le même cadre pour vous inscrire dans des études en Italie, en Espagne, c'est-à-dire comme les Espagnols, comme les Italiens, vous pouvez vous inscrire directement dans leur système d'enseignement. Et à l'inverse, par exemple, imaginez qu'un Italien veuille faire ses études en France. Si c'est le début de ses études, on va inviter tout simplement cet étudiant à passer par Parcoursup, comme les Français le font. Voyez ? Donc ça, c'est le cadre de la mobilité en solo qui donne beaucoup de liberté, puisque finalement, on choisit l'établissement, mais qui n'est pas sans conséquence, puisque en termes de reconnaissance, ce sera plus aléatoire. Si on a fait une seule année, il n'est pas évident que l'année totale soit prise en compte. On va aller venir vraiment vérifier chaque crédit acquis pendant cette année pour savoir ce qu'on va valider. Elle ne sera pas financée, pas de bourse particulière, si ce n'est la bourse sur critères sociaux du Crous, pour ceux qui en respectent les plafonds, donc sur les critères annoncés par le Crous. Et encore, ça dépend des domaines d'études. Voilà, donc cette mobilité-là donne beaucoup de liberté, mais elle est plus complexe, plus lourde administrativement aussi à gérer, puisque tout doit se faire dans la langue étrangère, dans les délais impartis. Donc voilà. Mais alors, notre réseau Euroguidance, sur le site Euroguidance France, vous permet d'accéder à des fiches pour chaque pays de l'Union européenne et même en dehors de l'Europe, où ces fiches expliquent comment procéder pour s'y inscrire. Voilà. Et puis, la mobilité Erasmus, c'est celle donc, qui sera déjà préorganisée par l'établissement scolaire, qui va donc vous donner beaucoup plus de garanties en termes de reconnaissance de l'année, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une année en plus en mobilité, on valide l'année, en tout cas on part avec une convention, un learning agreement, de façon à pouvoir partir en mobilité avec l'accord de l'établissement où on était inscrit. Voilà, donc ça c'est la mobilité accompagnée, on va dire. Voilà, je vais laisser mon voisin vous donner des détails. Concrètement, vous pouvez partir avant d'entamer une licence, un IUT, un BTS. Il y a d'ailleurs parmi vous peut-être des élèves qui sont partis aussi dans le cadre de mobilité encadrée pour des voyages d'études dans le cadre de leur collège ou leur lycée. Donc, mais on peut faire une interruption entre le lycée et l'université si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, si on n'a pas été pris là où on voulait. Vous avez certains pays d'ailleurs qui proposent des visas études-vacances comme l'Australie par exemple. Vous pouvez partir étudier effectivement à l'étranger, mais il faut voir quand même que toutes les institutions d'enseignement supérieur vous proposent aujourd'hui des mobilités internationales extrêmement intéressantes. Et encore une fois, il ne faut pas forcément choisir une école spécialisée sur l'international. Vous allez en faculté de sciences, vous allez dans un UT, vous pouvez à un moment donné, généralement en deuxième année ou troisième année, faire un séjour d'un semestre, mais vous pouvez aussi vous préparer avant de partir à séjour d'un semestre avec des professeurs invités, des projets pédagogiques virtuels. On a maintenant ce qu'on appelle des programmes intensifs hybrides. On en a développé 8 en 2 ans, ce qui permet en fait à des étudiants d'avoir des cours en ligne avec d'autres étudiants du monde entier et à partir pendant une semaine en étant financés. L'intérêt de partir au sein d'une université publique, au sein d'un IUT, au sein d'une institution d'enseignement supérieur public, c'est que vous n'avez pas de frais cachés. Il n'y a pas, quand vous partez dans l'université d'accueil, vous ne payez pas des frais supplémentaires. Vous êtes inscrit en France, vous payez les frais en France, etc. Toutes ces petites expériences dont je vous parle, les programmes intensifs hybrides ou autres, sont en plus soutenus, financés par des bourses. Nous, on garantit au minimum environ 400 € par mois pour les étudiants lorsqu'ils partent à l'étranger. Puisqu'évidemment, il faut faire face au coût de la vie. Mais ça, voilà. Pareil pour les stages, etc., etc. Donc, il y a énormément d'aides qu'on a grâce à l'Union européenne, les aides Erasmus, et sachant que les aides Erasmus ne sont pas uniquement pour l'Europe, c'est aussi pour
tout le reste du monde, le programme a changé. Donc les universités, dans leur enveloppe, peuvent attribuer une enveloppe pour le reste du monde. Donc il n'y a pas de bon moment où partir. On peut partir avant la licence, après la licence, après le master. Moi, j'ai des étudiants qui, pendant 5 ans, pensaient que l'international, ce n'était pas pour eux, avaient une estime d'eux-mêmes qui faisait qu'ils n'osaient pas parler en anglais, etc. Et puis, la dernière année, en 5e année, on leur a proposé un petit projet comme ça, virtuel, avec des étudiants, et ils ont décidé de partir l'année d'après. Après leur bac plus 5, ils sont partis parfois en volontariat international en entreprise, ou à s'expatrier, ou partir pendant 6 mois, etc. Donc, il y a énormément de dispositifs, énormément d'aides. Je voudrais peut-être laisser plus de temps aux questions-réponses, donc je vais m'arrêter là. Et on a évidemment notre collègue de l'ambassade du Canada, non pas de l'université canadienne, qui peut-être peut faire un focus sur son pays. Très bien, Madame Lheureux, effectivement, si vous pouvez illustrer, en tout cas, par rapport au Canada. Est-ce que c'est possible juste d'avoir la carte, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie. D'accord. Alors, en fait, je vais surtout vous donner quelques informations pratiques pour vivre cette expérience d'étudiante aussi au Canada. Le Canada, c'est le 2e plus grand pays au monde. C'est 18 fois plus grand que la France, que l'Hexagone, pas tout ce que vous avez à l'extérieur, la terre d'Adélie, tout ça. C'est un pays bilingue, comme vous le savez, anglais-français, ce qui ne veut pas dire que tout le monde soit bilingue au Canada. Vous voyez, la province de Québec, vers à droite, qui est unilingue francophone, bien qu'au Québec, beaucoup parlent anglais. C'est même nécessaire quand on vit dans certains endroits comme Montréal. Le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue. Et tout le reste, ce sont des provinces plutôt anglophones. Mais dans tout le reste du Canada, vous pouvez étudier en français en vivant dans un milieu anglophone. Pour ça, il faut aller sur le site de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Je pourrais vous donner le lien si vous le désirez. Bon, des différences avec la France. Tout d'abord, il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale. C'est le pays est beaucoup trop grand. Il y a un ministre de l'Éducation par province et un par territoire. Ce qui veut dire qu'il y a 13 ministres de l'Éducation et tous ces gens-là sont réunis en un conseil des ministres de l'Éducation du Canada, ce qui veut dire que ça se ressemble beaucoup d'une province à l'autre. Une autre différence avec la France, c'est qu'il n'y a pas de grandes écoles en France. Tout se fait dans les universités et dans les collèges techniques. Toutes les études supérieures se font dans les universités, collèges techniques. Une autre différence, c'est qu'il n'y a pas de prépa qui mène à un concours. Si vous voyez des prépas, c'est pour entrer à HEC Montréal ou dans les écoles d'ingénieurs, mais c'est pas pour mener un concours. Si vous êtes accepté dans la prépa, vous êtes accepté pour le reste. Ensuite, avec un baccalauréat obtenu en France, vous avez le choix entre aller faire un programme technique dans un collège technique, un collège communautaire, un institut, un cégep technique, enfin ça peut porter divers noms. Ce sont des programmes qui ressemblent un peu à vos DUT ou BTS, qui donnent des diplômes semblables à ça, dans le but d'aller travailler après, mais on peut aussi aller à l'université après. Donc vous allez soit dans un collège ou dans une université. À l'université, pour comprendre comment ça s'appelle, comme les noms des cycles, le premier cycle chez vous s'appelle la licence. Chez nous, ça s'appelle un baccalauréat quand c'est en français, un bachelor quand c'est en anglais. C'est pareil, c'est la même chose. Ça dure 3 ans ou 4 ans selon l'endroit, selon le programme. Le deuxième cycle en France, ça s'appelle un master 1 et après un master 2. Chez nous, ça s'appelle une maîtrise quand c'est en français, un master quand c'est en anglais. Mais généralement, une différence quand même avec la France, c'est que c'est un bloc de 2 ans. Il y a certaines maîtrises qui vont durer 1 an et demi, mais enfin, en gros, c'est un bloc de 2 ans et donc on ne peut pas arrêter au milieu, ça ne donnerait rien. 3e cycle, doctorat. Il y a aussi des cycles beaucoup plus courts, il y a des programmes courts, il y a des certificats qui durent 1 année. Il y a énormément de possibilités et de programmes différents. Je crois qu'il y a plus de 10 000 programmes différents dans les universités. Et d'ailleurs, il y a 97 universités au Canada. La dernière université qui est nommée, c'est au Yukon, c'est un des territoires au nord, c'est dans le grand froid, mais c'est une vraie université. Bon. Et il y a 130 collèges techniques. Il y a des toutes petites universités
d'une centaine d'étudiants, comme l'Université de Hearst en Ontario, qui est une université francophone, l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, qui a 400 étudiants. Et il y en a d'autres de 10 000, 15 000 étudiants, sont quand même des petites universités, mais avec des programmes que vous ne trouverez parfois pas dans les grandes. Il y a des grandes universités de 40 000 étudiants, comme, je ne sais pas, l'Université d'Ottawa, l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal. Il y en a d'énormes comme UBC, University of British Columbia, en Colombie-Britannique, qui a, je crois, presque 90 000 étudiants. La même chose pour l'Université de Toronto. Donc, il y a de tout. Mais la chose qui est super importante à comprendre et à savoir à l'avance, c'est que tous ces programmes-là sont agréés par les ministères de l'Éducation des provinces. Ce qui veut dire que vous pouvez commencer dans une toute petite université que personne ne connaît ou à peu près. Et après, vous commencez dans une grande. Parce que tous ces programmes-là répondent à des critères de qualité du ministère de l'Éducation de la province. Donc, vous pouvez passer de une à l'autre très facilement. Ça dépend des notes, ça dépend de ce que vous avez fait juste avant. Ensuite, comment on fait pour aller étudier au Canada? Eh bien, on fait une demande d'admission. On respecte les dates limites d'admission. Ce ne sont pas les mêmes dates pour toutes les universités. C'est commencé d'ailleurs depuis le 1er décembre, je crois, pour le McGill. Et après, bon, ça peut être le 1er janvier pour le 15 janvier, mais c'est assez tôt quand même dans l'année. Et après, il faut préparer les permis. Il faut s'assurer d'avoir un passeport qui va couvrir tout le programme. Et il faut préparer ce qu'on appelle donc les permis d'études, non pas les visas d'études. Si vous allez au Québec, il faut un permis québécois, le CAQ. Après, il faut un permis d'études. Si vous allez dans le reste du Canada, il faut un PAL, une acceptation de la province, plus un permis d'études. Et tout ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre très tôt. C'est pas l'Union européenne. Vous allez là-bas, il faut vraiment s'y préparer longtemps à l'avance et puis suivre toutes les étapes. Ensuite, vous aurez le droit de travailler en tant qu'étudiant. Donc, vous aurez le droit de travailler 20 à 25 heures par semaine pendant l'année universitaire ou collégiale. Et vous avez à temps plein durant les vacances de Noël, de Pâques et d'été. Ça fait donc l'université, le droit de travail, tout ça, ça peut vous donner une expérience d'une certaine façon complète de la vie au Canada, sur un continent qui est tout à fait différent de l'Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose d'autre que vous apprendrez. Et après, bon, ça peut vous servir toute la vie. Vous resterez là-bas ou vous reviendrez, comme vous voudrez. Mais ça vous apprendra énormément de choses. Et si vous voulez savoir ce que valent les études que vous avez fait au Canada, il y a un site, il y a un endroit en France, c'est sur le site ENIC-NARIC, E-N-I-C, traduction N-A-R-I-C. C'est un endroit où on reconnaît ou non des diplômes faits à l'étranger. Donc, ça vaut la peine d'aller s'assurer que tout va servir. Et juste une dernière chose à la fin, je voudrais juste prévenir que lundi, à l'ambassade du Canada, nous avons une journée portes ouvertes toute la journée avec 25 établissements d'enseignement canadien. Ça pourrait peut-être valoir la peine que vous inscriviez. Moi-même, je vais faire des présentations longues pour expliquer comment on fait étudier au Canada. Et après, vous allez rencontrer les recruteurs qui connaissent parfaitement tous leurs programmes. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, merci. Alors, est-ce que Madame Dequester, vous aviez des choses à rajouter ou Monsieur? Non, on peut passer à la période de questions. Je serai très rapide pour vous laisser la parole. La question des différentes formes de mobilité, on a un guide qu'on adresse aux équipes enseignantes qui s'appelle « La mobilité en Europe et à l'international ». Il est téléchargeable sur le site Euroguidance France. Il y a toutes les formes de mobilité dedans. Et puis, le point qu'on avait souligné dans le plan et qu'on n'a pas abordé, c'est la césure. Donc la césure, M. Hersler l'a brièvement quand même évoqué, c'est une suspension temporaire et volontaire des études. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imposer une césure, mais vous pouvez décider de demander un temps de césure dans le but d'acquérir une expérience, qu'elle soit professionnelle, donc pour faire un stage par exemple, ou pour travailler, ne serait-ce que pour un job, ou bien pour une expérience personnelle. Je pense par exemple au volontariat.
Il y a maintenant des programmes, vous connaissez sans doute le service civique, qui est un dispositif français, et l'Europe a également un programme qui s'appelle le Corps européen de solidarité, qui est aussi un programme qui est soutenu et qui donne des aides financières pour pouvoir repartir dans ce cadre-là, faire du volontariat à l'étranger. Voilà. Et la particularité, puisque l'étudiant part avec l'accord de son établissement, donc il y a... Alors, l'établissement n'est pas obligé d'accepter, mais si l'établissement est confiant par rapport à ce que vous allez faire lors de cette césure, vous signez un contrat avec l'établissement qui s'engage, dans ce cas, à ce que vous restiez étudiant de cet établissement, de cette université, et puis s'engage aussi à vous expliquer comment votre retour dans l'université se fera au terme de cette césure. Voilà, je m'arrête là de façon à pouvoir vous laisser la parole. Bonjour. J'avais une question pour Madame L'Heureux sur mais alors un peu spécifique sur le Canada. Les étudiants francophones, je crois, droit à des droits d'inscription spécifiques au Québec. Et ma question, est-ce qu'il y a ces mêmes droits d'inscription qui sont spécifiques? Je crois que c'est un droit... D'ailleurs, c'est une question pour vous. Combien coûte, par exemple, une année à McGill? C'est ma première question. Et ensuite, est-ce que c'est valable dans d'autres universités, comme l'Université de Toronto en Ontario? C'est ma deuxième question, ou c'est spécifique au Québec? Et enfin, la dernière question, les dossiers de sélection pour des écoles comme UQAM ou Concordia, est-ce qu'ils sont uniquement basés sur les notes et uniquement les notes, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de se distinguer, d'autres moyens, peut-être via des expériences particulières, de pouvoir distinguer sa candidature pour être pris? Voilà. Désolé, c'est un peu long. D'abord, peut-être la dernière... Vous m'entendez là? Je ne sais pas. Bon. Pour la dernière question, ce sont les notes. Vous pouvez, de toute façon, l'UQAM est ici. Vous pouvez leur demander de quelle façon ils choisissent. Bon, on n'a pas l'habitude au Canada d'envoyer des lettres pour dire... Mais peut-être que ça peut servir. Vous savez, s'il y en a qui font du bénévolat, qui sont allés dans d'autres pays... On ne sait jamais. Moi, je ne peux pas répondre pour les universités pour ça. Pour les frais de scolarité, ceux qui vont dans la province de Québec et qui sont de nationalité française et qui vont dans les cégeps techniques, c'est gratuit parce que c'est gratuit pour les Québécois. Et ils entendent justement entre la France et le Québec. Ceux qui vont en maîtrise doctorat, les Français et les Belges francophones, les Wallons, payent comme les Québécois. Exactement, ça peut être de l'ordre de 3 500 $ par année, hein. Pas plus que ça. Ceux qui vont en premier cycle universitaire, les Français et les Belges francophones, payent non pas comme les Québécois, mais payent comme les Canadiens hors Québec quand ils viennent étudier au Québec. C'est environ, alors que les Québécois vont payer 3 500, les Canadiens vont payer, donc comme les Français, à peu près 8-9 000 $. Bon, que ce soit à McGill ou ailleurs, sauf que dans les universités, je ne suis pas derrière eux. Il est fort possible que dans certains programmes comme le commerce ou dans les programmes qui sont plus coûteux comme les sciences, peut-être que ça coûte un peu plus cher. Mais vous regardez sur les sites de l'université, ça va toujours être écrit de façon très claire. Maintenant, à l'extérieur de la province de Québec, à Toronto, non. Ça sera le prix pour les étudiants internationaux. Et à l'Université d'Ottawa, comme c'est une province, c'est la capitale du Canada, et que le Canada est bilingue, à l'Université d'Ottawa, tout est offert en anglais, tout est offert en français. Et ceux qui font le programme en anglais payent le plein prix, et ceux qui payent le programme en français, le même programme, payent beaucoup moins cher, parce que l'Université d'Ottawa fait une fleur aux francophones, parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la classe, en gros. Hein. Tout le monde se précipite. Vous savez, il y a des gens qui viennent de Chine, de l'Inde, de partout. Hein. Alors, il y a trop de monde qui vont en anglais. Il y en a qui le font en français. Ce programme ne durera pas toujours. Pour en profiter quand c'est possible, il faut faire à peu près les 2/3 du programme en anglais, le reste en français. On peut le faire, les 2/3 en français, le reste en anglais, c'est possible. Si je peux rebondir là-dessus, puisque en tant qu'université, on travaille avec McGill, par exemple, on envoie nos étudiants, nous, gratuitement, pour un semestre. C'est un semestre d'échange. Donc, ils n'ont pas de diplôme de McGill, ils viennent juste pour un semestre. Alors, on a ça aussi, parce que les IAE, il y en a 38 en France. On a un partenariat, d'ailleurs, toujours avec McGill, où on est à peu près, effectivement, dans ces prix-là pour avoir un certificat. Donc, ils n'ont pas
ils n'ont pas l'équivalent d'une licence ou d'un master, c'est un certificat, mais c'est un signal. La plupart de nos étudiants, nous, qui s'expatrient après au Canada, ils ont fait souvent un volontariat international en entreprise après des études en France, ou bien ils se sont expatriés après quelques années. Il y a beaucoup d'entreprises françaises ou d'entreprises canadiennes qui recrutent des cadres, des managers, qui soient dans l'ingénierie, dans le management ou autre. Donc voilà, donc on travaille aussi beaucoup. Alors un point quand même important pour tout le monde, le dollar canadien est beaucoup plus faible que le dollar américain. Hein, donc faites pas les conversions euros, regardez sur vos téléphones. L'euro est égal à $1,50 à peu près. Un euro, je crois que c'est un dollar canadien, ça fait 0,75 euros. Moi, je le disais dans l'autre sens, Ouais, un euro, c'est $1,50. Oui. Donc on parlait bien de 8-9 000 dollars CAD. Okay. Ce qui est quand même, hein, quand vous comparez avec les prix de certaines écoles de commerce ici, est beaucoup, beaucoup plus faible. Bon, après, évidemment, il y a le coût de la vie sur place, mais vous avez un titre universitaire. Voilà, il y a des colocations, vous pouvez travailler, etc. Donc c'est pour ça, nous aussi, on dit à nos étudiants ou étudiants qui viennent vers nous, on dit, mais si vous voulez absolument avoir un diplôme à l'étranger, vous pouvez aller au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, au Canada. Vous avez des universités publiques qui, certes, ont des frais d'inscription. Alors, en Europe, sont équivalentes aux frais français, mais qui vous permettent d'avoir quand même une expérience internationale forte. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ça, puisqu'on a parlé de droit au travail. Quand on obtient un diplôme de premier cycle ou de maîtrise de doctorat, on a le droit de demander, on obtient d'ailleurs, un permis de travail ouvert pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, selon le nombre d'années où on a étudié au Canada. Et ceux qui partent en couple et qui sont en maîtrise doctorat, peut-être au premier cycle, je ne vais pas trop m'avancer, ceux qui partent en couple, l'autre a droit d'avoir un permis de travail ouvert. Il y en a un qui a un permis d'études, l'autre a droit à un permis de travail ouvert. Oui, je voulais savoir, au Canada, ils parlent, au Québec, ils parlent le français et l'anglais dans la vie courante, j'ai cru entendre. C'est-à-dire que le français est la langue, c'est unilingue francophone, le Québec. Hein? Mais, c'est plus ça. Il y a énormément d'immigration. Si vous allez vivre dans la ville de Québec, on parle que français dans la ville de Québec. Si vous allez dans la ville de Montréal, qui est beaucoup plus multiculturelle, vous avez intérêt un peu à connaître l'anglais quand même. Mais surtout dans les études, vous savez, quelqu'un qui étudie en sciences, en commerce, en ingénierie, a vraiment intérêt à connaître l'anglais. Mais il y a des cours d'anglais partout. Parce qu'il y a tellement de publications qui sont faites en anglais. Puis à part ça, ça permet de parler anglais, de connaître l'anglais assez rapidement. Ça vaut la peine pour ceux qui le parlent peu. Mais c'était quoi la question, en fait? Oui, voilà, je voulais savoir si on peut apprendre l'anglais au Canada, en fait. Ah, il y a des cours partout. Mais dans la vie courante, en dehors des cours, est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire dans la vie courante? Dans la vie courante... On peut vivre dans un quartier anglophone aussi, je ne sais pas. Mais je pense que ça vaut la peine d'apprendre un anglais académique, pour bien parler l'anglais, pas l'anglais de la rue, là, comme bon. Mais il y a des cours partout. Puis on pratique avec l'anglais là. Je rappelle quand même, si vous partez en Europe ou que vous partiez en Europe, vous parlerez anglais dans votre vie courante. On envoie nos étudiants en Espagne, en Croatie, un peu partout en Europe. Ils vont parler anglais avec l'étudiant allemand, avec l'étudiant, etc. Donc, les programmes dans lesquels on les envoie sont essentiellement des programmes en anglais. Même aujourd'hui en Espagne et en Italie. Ils ont partout développé des programmes en anglais. Je pourrais juste ajouter, il n'y a pas de lien, mais j'ai rien dit sur les bourses, mais il y a des bourses au Canada, surtout sur ceux qui vont en maîtrise doctorat. Il y a des chaires d'excellence où il y a énormément d'argent. Donc, on peut demander des bourses. Il y a des bourses du gouvernement canadien, mais il y a toutes les autres bourses. Il faut s'adresser directement aux professeurs. Ceux qui vont en premier cycle, là, c'est autre chose. Il y a quelques bourses, il n'y en a pas énormément. Mais en maîtrise doctorat, on s'adresse aux professeurs. Il y a beaucoup de bourses selon le domaine. Et même, on peut m'écrire à moi. Je peux donner une liste de tous les liens pour les bourses.
rappeler aussi que quand on veut partir étudier dans un cursus en anglais, il faut maîtriser la langue avant de s'inscrire. Ça fait partie des conditions, en fait. Donc, il y aura un test ou un score qui vous sera demandé avant de vous inscrire. Ça ne veut pas dire que quand on ne parle pas bien anglais, on ne peut rien faire. Mais en tout cas, on ne part pas dans les mêmes conditions ou alors sur, justement, des cours dans les universités. Ça, c'est possible aussi. Toutes les universités francophones ont des cours d'anglais, d'ailleurs. Il y a énormément d'immigration au Canada, donc les gens, ceux qui viennent de pays où on parle très, très peu d'anglais, ils peuvent prendre des cours d'anglais un peu partout et dans les universités aussi. Oui, pour rebondir sur le Canada, quelles sont les conditions de logement? Est-ce qu'il y a des cités universitaires? Gros sujet. Oui, merci. Oui, il y a des résidences universitaires. Bon, présentement, c'est difficile. Je vais être franche, c'est difficile présentement au Canada, notamment à Montréal, Toronto. Enfin, c'est pas très facile d'obtenir des logements. Il y a eu énormément d'immigration dans les dernières années et c'est beaucoup moins facile qu'avant. Ce que je suggère aux étudiants, prenez une chambre en résidence, dépêchez-vous de réserver une chambre en résidence. Puis après, si ça ne convient pas, bon, si vous voulez être seul ou en colocation, allez voir l'université. Et ça, c'est important de savoir, il y a des gens, comment on appelle ça, un bureau d'aide aux étudiants internationaux. C'est des gens qui travaillent là-dedans du matin au soir, tout le temps. Ce n'est pas des gens qui font ça à temps partiel ou quoi que ce soit. Ils font ça pour les étudiants tout le temps. Et ils ont des listes d'appartements. Il faut arriver un peu avant. Il faut aller voir peut-être la colocation, ça permet de comprendre le pays plus rapidement. Mais pas de la colocation des Français avec des Français. Il vaut mieux aller avec des gens du pays pour comprendre plus rapidement comment ça fonctionne. Parce que, par exemple, le Québec, c'est pas la France, c'est différent. C'est pas parce que c'est la même langue que c'est la même mentalité ou la même façon de fonctionner. On parle beaucoup du Canada, mais je voulais savoir, en dehors de l'Union européenne et l'Amérique du Nord, est-ce qu'il y a des possibilités d'étudier, par exemple, en Chine? Alors, on peut partir étudier dans tous les pays. Ça existe, ça a toujours existé. Est-ce qu'il y a des programmes? C'est vrai que dès qu'on quitte l'Union européenne, c'est plus complexe. Mais lorsqu'il s'agit de partir avec des programmes, oui. Les établissements n'ont pas attendu pour nouer des programmes avec la Chine, des programmes de mobilité. Vous avez peut-être des exemples. Oui, alors nous, dans notre université, mais comme dans toutes les autres universités, les IUT, certains d'ailleurs sont spécialisés sur des programmes, des parcours Chine. À l'UPEC, il y a tout un parcours Chine dans le cadre d'une licence d'une autre composante, administration et échanges internationaux. Donc on envoie nos études. Donc déjà, ils ont des cours de chinois renforcés avant de partir. Ils vont prendre souvent des cours en anglais plutôt sur place et des cours de chinois aussi. Et ils partent soit un semestre, soit une année. Donc on travaille avec la Chine dans le cadre de la mobilité encadrée. Nous avons des partenariats à Beijing, à Hong Kong, à Taïwan. On en a d'autres en ont à Shanghai, un peu partout. La difficulté quand même, le point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Soit vos enfants, ou les jeunes qui sont ici, partent en solo, c'est-à-dire ils vont aller voir une ambassade, ils vont aller voir une université et ils vont faire toutes les formalités pour s'expatrier en tant qu'étudiant. Et là, il faut être très clair. Il y a l'Union européenne et il y a hors Union européenne. Si on est dans l'Union européenne, vous avez votre carte d'assurance, carte européenne d'assurance maladie, vous restez couvert. Vous avez des frais d'inscription qui restent modiques. Vous avez, s'il y a le moindre pépin financier, physique, de santé, etc., il n'y a pas de problème. Donc on a effectivement des étudiants français qui vont partir étudier en Belgique, au Portugal, en Roumanie, ou parfois maintenant ces universités-là ont des campus délocalisés en France, ou même maintenant de plus en plus aux Pays-Bas, au Danemark, etc., sur plusieurs types de métiers. Si vous décidez de partir hors Europe, ça veut dire que soit vous partez dans un pays qui est très développé comme le Canada, dans lequel vous avez des universités, des aides, une vraie politique d'attraction d'étudiants étrangers, soit
Vous avez repéré sur Internet une université en Chine qui vous dit oui, on va faire toutes les formalités de visa, etc. Et effectivement, des universités malaisiennes, des universités chinoises, des universités coréennes, sud-coréennes, des universités vietnamiennes font ça. Et j'ai d'ailleurs chaque année un certain nombre de candidats, notamment africains, qui sont passés par des licences, mais en Turquie également, au Kazakhstan, en Chine, un peu partout, et qui sont passés par des agents. Alors, je ne sais pas trop quelle est la qualité de leur cours, je ne sais pas trop les conditions dans lesquelles ils sont partis, les conditions de logement, les conditions financières, etc. Mais ça reste vraiment de l'aventure. Donc là, vraiment, si vous décidez de partir étudier en solo dans le cadre d'un master, j'ai tendance à vous recommander plutôt de partir en Europe. Et si vous décidez de partir hors Europe, de partir dans un pays comme le Canada, comme l'Australie ou comme Singapour, où vous avez ici des facilités pour obtenir un visa. Parce que le gros souci, c'est quand même les formalités migratoires. Vous allez dans certains pays, on va vous demander des radiographies de poumons, on va vous demander tout un dossier médical, vous allez avoir un visa pendant 6 mois qui va... Enfin, on a rencontré tout type de problèmes avec des étudiants qui étaient dans des situations extrêmement préjudicielles. Donc c'est pour ça, nous, on a tendance à avoir ce discours. Si vous voulez absolument aller en Chine, si vous voulez absolument aller dans des pays hors Europe, qui n'ont pas de grande politique d'attraction vis-à-vis d'étudiants étrangers, eh bien, partez à travers un échange universitaire. Venez vous inscrire chez nous, restez inscrit en France et allez juste dans le cadre d'un échange. Ça, je voudrais insister sur ce point parce que méfiez-vous de ce que vous voyez sur Internet. On tombe beaucoup plus sur des offres commerciales, en fait. Étant donné la lourdeur administrative, les conditions qui vont être mises en route, et puis la prudence, parce qu'en cas de problème, c'est plus compliqué à gérer. Bon, évidemment, il n'y a pas toujours des problèmes, heureusement. Mais en tout cas... étant donné que c'est plus complexe, on a toute une série d'agences ou bien d'organismes linguistiques aussi parfois qui se positionnent sur ce sujet et on y voit peut-être moins clair sur la qualité derrière. En sachant aussi que quand on s'inscrit en solo, je reviens à ce que je disais en préambule, la reconnaissance de ce qu'on va faire là-bas, reconnaissance en termes de diplôme, d'acquisition éducative, pédagogique, sera beaucoup plus malaisée. Donc, il faut le voir peut-être plus comme une expérience différente, pas forcément dans les études, en fait. Je pense au permis vacances-travail. Le permis vacances-travail est une possibilité offerte aux plus de 18 ans de partir dans un pays très loin. Donc là, on quitte de toute façon l'Union européenne, mais on a cette possibilité de demander, avant de partir, un visa qui, dès le pied posé dans ce pays, donc je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada aussi, même si le Canada a une offre de PVT limitée, mais je pense au Mexique, à l'Argentine, enfin ouais, on est vraiment sur un territoire très très lointain. Ce PVT est très intéressant parce qu'il vous permet, dès le pied posé sur le territoire, de travailler. En fait, notre cas est un peu particulier parce que notre fils est inscrit dans un BFI, le bac français international chinois, et maîtrise parfaitement le chinois. Oui. Donc l'idée serait, comme vous avez dit tout au début, c'est intéressant pour l'expérience et vous avez parlé de cette expérience qu'a eu un candidat qui est revenu et qui voulait entrer dans les finances et on n'a parlé que de son expérience au Japon. Et donc, puisqu'il a un certain profil et en plus... Vous entendez mon accent, je suis anglophone, donc il maîtrise plusieurs langues. Donc, alors oui, si ce n'est que là je parlais du Japon, qui le Japon c'est vraiment un cas, un marqueur très spécifique en France, plus que la Chine. Et sur la Chine, vous savez qu'il y a essentiellement des universités publiques avec des concours extrêmement sélectifs. Donc si votre fils a la possibilité de rentrer dans ce type d'université, félicitations, tant mieux, et là il sera très accompagné. Mais vous avez vu aussi un certain nombre d'officines privées se développer et qui, elles, n'offrent pas forcément toutes les garanties. Alors certaines ont des partenariats avec des universités ou des écoles françaises, bien évidemment, mais encore faut-il. Alors ceci dit,
S'il est dans un bac de ce type, un bac international, OIB, forcément, il a peut-être des réseaux où des gens, après, ça passe par le bouche à oreille, par les anciens élèves qui sont passés par là, et peut-être ça s'est très bien passé. Donc, tant mieux. Alors, nous allons prendre une dernière question. Oui. Et qu'en est-il de l'Angleterre depuis le Brexit? Je sais qu'ils sont plus sous Erasmus, ils sont pas sous Erasmus+. Ils ont mis un nouveau programme qui s'appelle le programme Turing, qui, d'après les derniers audits, ne sont pas top top. Le programme Turing ne s'adresse qu'aux Britanniques, en fait. Donc, il n'a pas de réciprocité. En fin de compte, on va tout simplement considérer le Royaume-Uni aujourd'hui comme un pays hors Europe. Donc, on va le considérer comme on considère les États-Unis, l'Australie, le Canada. Alors, le Canada, c'est vraiment particulier parce qu'avec ce bilinguisme, il y a vraiment beaucoup d'accords et des reconnaissances mutuelles, par exemple, au niveau du travail. Parce que sachez qu'un diplôme non européen ne vous permet pas d'exercer une profession réglementée. C'est-à-dire que si vous avez un diplôme de pharmacien acquis aux États-Unis, vous ne pourrez pas automatiquement travailler comme pharmacien en Europe. Alors que ce même diplôme, profession réglementée, si vous le préparez en Belgique, par exemple, évidemment, ça ne vous posera pas de problème pour revenir exercer en Europe. Voilà. Sur l'Angleterre, en ce moment, il y a de nouvelles négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour essayer de faciliter justement cette mobilité. À l'heure actuelle, effectivement, c'est hors Europe. Donc, nous avons des partenariats en Grande-Bretagne de type universitaire. Donc, en fait, quand les étudiants partent encore une fois en mobilité encadrée, ne payent que les frais d'inscription de l'université d'origine. Ne payent pas les frais d'inscription de l'université d'accueil. D'accord ? Donc c'est ça, c'est l'intérêt. Après, si vous souhaitez aller faire une licence ou un master en Grande-Bretagne, eh bien, vous devrez payer les tarifs non britanniques, donc qui sont assez élevés. Ça va dépendre des universités. Ça peut être du 10 000 livres, 20 000 livres. Ça va assez vite. Et puisque ces universités ont vu leurs fonds coupés depuis plus de 20 ans, donc elles sont clairement tombées dans une dynamique de recrutement. Oui. Aucun par cas. Typiquement, j'ai vu qu'à Paris-Sorbonne, il y a LEA anglais, il y a des universités avec le King's College à Londres, donc c'est vraiment école par école. C'est ça. Mais ça sera toujours... Alors, il y a parfois ce qu'on appelle des doubles diplômes. Bien sûr, on a développé des doubles diplômes dans toutes les universités. Donc, vous aurez le diplôme de l'université d'accueil et le diplôme de l'université dans laquelle vous êtes inscrit ici en France, à moindre coût. Mais ça reste... enfin, il y en a un certain nombre, mais vis-à-vis, on va dire, des universités les plus cotées, ça reste extrêmement difficile et extrêmement sélectif. Mais ce n'est pas impossible. Donc, il faut vraiment regarder, si vous allez sur tous les sites de toutes les universités françaises et vous regardez sur la page internationale les partenariats qu'ils ont. C'est aussi simple que ça. Et ça vous permet de savoir exactement vers quelle université vos enfants pourraient aller, sachant que ces partenariats évoluent. Mais l'offre est à peu près ne bouge pas, la 80% de l'offre ne bouge pas. Tous les ans, aussi de nouveaux partenariats. Nous, on en a environ 120, rien que pour notre IAE. L'UPEC, c'est plus de 350 partenariats. Et ça couvre vraiment le monde entier. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Très bien. Écoutez, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et puis merci de votre présence à cette conférence. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.